Notamment quand je suis allée dans les réseaux et que quand j'ai vu la vague venir et je suis passée à plusieurs milliers d'abonnés, je me suis dit il faut monétiser. Et quand j'ai regardé le panel de formateurs qui existent en France, qui sont très bien, qui sont très inspirants, moi-même qui m'inspire beaucoup, je me dis en fait ma place elle est où entre tout ce monde. Je suis française aussi, Ouais. Je suis très reconnaissante à la France, ça a ouvert des portes impressionnantes. On revient au côté bonne mère de famille, moi je veux vraiment bien dormir la nuit et surtout faire bien les choses, ne pas être retoquée dans X années. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Money Tree. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amani. Amani, je l'ai rencontré pour la première fois début 2021, février 2021 pour être exact, au premier séminaire que j'ai organisé à Toulouse qui s'appelait Séminaire S'enrichir grâce à l'immobilier, qui est le titre de mon bouquin. Et Amani, depuis, elle a eu une évolution assez fulgurante dans le monde de l'immobilier. Amani, elle est franco-tunisienne et elle s'adresse aussi bien à des gens qui habitent en France que des gens qui habitent en Tunisie, des gens qui investissent en Tunisie, qui investissent en France, qui font les deux, peu importe. Et surtout, elle a une soif, vous le verrez, d'apprentissage. Alors, c'est quelqu'un de très brillant, très studieux. C'est une doctorante, docteur, on va dire même. Voilà, donc vous le verrez, elle a un parcours qui est vraiment, on va dire, élève modèle. Et puis, je sais pas, elle a vrillé au bout d'un moment. Elle est partie dans l'immobilier. Voilà, donc elle va nous raconter tout ça. Je vous fais pas plus de teasing que ça et je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute, bon visionnage et surtout, bon enrichissement. À bientôt. Salut Amani. Hello Julien. Ça va? Très bien. Et toi? Ça va, impeccable, je te remercie. Déjà, désolé pour le retard. T'inquiète. J'avais 10 minutes de retard. Elle m'a prévenu Laura, du coup j'étais dans un café à côté, je travaillais. Ah ok, t'es venu un peu en retard. Okay. Ouais. Bon, voilà, y a les agriculteurs qui font... je sais pas qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs. J'allais dire la grève, mais non, ils font pas la grève. Il y a des médias sur la place. Voilà. Donc, bon, en tout cas, voilà. Puis j'étais dans le Lot ce matin, dans le Tarn-et-Garonne. Et là, voilà, temps de revenir. Comme d'habitude. Partout, voilà. Mais on va parler de toi aujourd'hui surtout, et toi aussi, t'es un peu partout. Ouais. Et, donc, j'ai hâte que tu me racontes ça parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé. Et voilà, comme je te suis sur les réseaux sociaux et je suis tes aventures, tous tes projets. J'ai hâte que tu me racontes tout ça. Donc, ce que je te propose, c'est que tu te présentes déjà. Et ensuite, on va rentrer dans un petit peu le vif du sujet, tes projets, comment aujourd'hui tu arrives à tout gérer. Voilà, entre la Tunisie et la France aussi. Voilà. Tu n'y arrives pas? Bon, okay. Je fais de mon mieux. Bon, c'est bon, merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Je te laisse te présenter déjà. Ça marche. Du coup, moi, c'est Amani, connue sur les réseaux Amani Invest. Je suis maman, en premier temps. Du coup, c'est une casquette, je suis ravie. J'ai une fille qui s'appelle Maya, qui a 10 ans. Elle suit, c'est un peu mon porte-clés. Elle est quand même, on la voit sur les réseaux. Et je suis mariée, j'ai un chéri adorable qui me suit aussi sur mes projets, parce que c'est pas évident. Oui. Voilà, on investit beaucoup en couple. Ma première casquette, je suis enseignante universitaire. J'ai fait un parcours universitaire long. J'ai fait classe prépa, après école d'ingénieur. Rien à voir avec tout ce que je fais aujourd'hui. C'est plutôt tout ce qui est technique, ingénieur en génie. Ton mari est ingénieur aussi, non? Aussi aéronautique, ouais. Et j'ai fait une thèse de doctorat en micro et nanotechnologie et ma première casquette, c'est enseignante universitaire jusqu'à 2 ans en arrière. Ok, donc plutôt profil brillant, scolaire. Un peu le cadre sociétal, entre guillemets. Je suis née dans une famille où les études, c'est notre passeport. Tu as fait tes études où? Alors, j'ai fait les deux. En Tunisie et en France. Après, je suis venue en France pour mes études supérieures. Ok, à Toulouse? Non, Marseille. Marseille, ok. Voilà. Mais la thèse de doctorat à Toulouse. D'accord. Du coup, le LAS, pour les personnes qui connaissent un peu le CNRS, et voilà. Ok. Voilà. Après, j'ai entré dans le domaine de l'investissement par simple hasard. Okay. Après, il n'y a pas d'hasard, mais voilà. Autour d'un café, dans le labo où je travaillais, et, c'était un labo où il y avait 700 personnes. Du coup, on ne se connaissait pas tous. Et je discutais avec un collègue à moi, je connaissais, et un autre collègue qui vient, et on râlait du salaire des doctorants. On est un peu les esclaves des labos, on est là le week-end, on est là partout. Par contre, derrière, la rémunération ne suit pas. Voilà, le salaire de fonctionnaire, même s'il s'appelait au banquier, mais voilà, la sécurité. Voilà. Et je m'en rappelle que mon collègue, il a dit, à votre manière, je m'en fous de notre salaire, j'ai mis en place 2 appartements pour ma retraite. Je suis d'origine tunisienne, d'où cet accent un peu tunisien-toulousain. Et du coup, je m'en rappelle, je dis, tu as eu un héritage
En fait, c'est que j'ai les méthodologies par rapport à la Tunisie. Je sais que mes parents, ils ont investi, mais investi comptant, ou bien avec des crédits qui sont énormes, les taux, et j'avais pas ce côté levier bancaire. Il me dit non, j'ai fait valoir mon salaire et j'ai levé de la dette. Ok, c'était vraiment du chinois pour moi. Ouais. Et je me rappelle cet après-midi-là, j'ai pas travaillé. Mes compétences de chercheuse, c'était plutôt sur le bouquet. Okay. Et vraiment, j'ai pas du tout travaillé. Ouais. Et petit à petit, je commence à mettre en place un roadmap que ça me paraît de plus en plus simple et facile à mettre en place. Okay. Mais en même temps, j'avançais avec mon mindset de chercheuse. Je me dis, nous, dans la recherche, on fait énormément d'expériences, mais parfois la théorie, la pratique, c'est un gros flop. Il n'y a pas de corrélation. Et je me dis, est-ce que ce que je suis en train de voir en théorie sur info.gouv, est-ce que ça marchera réellement sur terrain? Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, et c'est un peu ma force. Je vois que j'ai le passage à l'action rapide. 2 mois après, j'ai eu déjà le premier appart. Et directement, en fait, j'ai fait que des bonnes affaires. Je me dis, c'est un truc de fou. En fait, la corrélation, elle est topissime. Et petit à petit, je m'intéressais. Avec mon chéri, on levait. C'était l'époque du taux d'endettement différentiel. On a des beaux profils. Du coup, la banque nous suivait. Et au fur et à mesure, je m'intéressais à la fiscalité, je m'intéressais au LMNP, je regardais les plafonds, je suis passée en SI à l'IS. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai suivi tout ce côté-là. Et j'arrêtais pas de parler autour de moi. Mais en fait, c'est dingue. Mais vraiment, croyez-moi, allez passer à l'action. Et j'ai accompagné beaucoup de personnes autour de moi par rapport à l'investissement immobilier. Et à l'unanimité, ils m'ont dit, tu as une capacité à vulgariser l'information. Peut-être c'est la casquette d'enseignante universitaire, de la pédagogie. Ouais. Et derrière, je me suis dit, bon, bah, let's go. Octobre 2020, je me mets sur les réseaux. Je me rappelle, j'étais dans ma chambre universitaire parce que j'enseignais à l'IUT de Tarbes. Ouais. Et quand je me déplace pour 2 jours ou 3 jours. Et du coup, je passe la nuit sur place et je faisais juste coucou, faites attention par rapport à votre budget. Et petit à petit, je faisais des vidéos tous les dimanches. Et j'étais la première Tunisienne à parler de l'argent, qui est un sujet tabou dans la société. Et j'ai eu une avalanche d'abonnés. Et j'étais très surprise, beaucoup d'influenceurs tunisiens qui ont partagé mes vidéos, parce que ça a touché quelque chose en eux. Et je suis passée en même pas un mois de 800 abonnés à 10 000. Ah ouais, direct. En fait, c'était fou. Mais avec une communauté vraiment tunisienne. Ah, mais c'est niché. Vraiment, mais vraiment, avec des vidéos en arabe ou des vidéos en français? Les deux, de toute manière, nous, on est une ancienne colonie. Hein, du coup, même les personnes, mes amis investisseurs, aujourd'hui, quand ils regardent mes stories, ils prennent quand même un peu le goût, parce que finalement, ils comprennent le sens. Ouais, okay. Moi, on parle un mot arabe, un peu français. Du coup, voilà. Au bout d'1 mois, j'avais un cahier Instagram que je garde jusqu'à aujourd'hui. Les personnes m'envoyaient des audios, des 10 audios. Et je passais le temps à les écouter. Dans ce cahier, c'est coaching Instagram. Ah oui, d'accord, ok. Les gens, ils m'envoyaient des audios. Je réponds, mais vraiment personnalisé. Et ça me plaisait. Hein. Peut-être c'est le syndrome d'imposteur. Ça me plaisait d'aider du monde. Mais à un certain moment, tout le monde me donnait des voyants rouges. Parce que finalement, Instagram, ça prend énormément de temps. Et j'ai fait rapidement, 1 mois et demi après, je me suis dit, bon, c'est parfait l'expérience que je vis aujourd'hui. C'est une vague qui se présente. J'aime bien continuer dans ce côté-là, mais si je veux continuer, il faut monétiser. Comme ça, au moins, ça compense le temps que je passe dedans. Et puis te consacrer peut-être un peu plus à ça, parce que tu faisais pas que ça. Mais je suis enseignante universitaire. Voilà. En fait, après mon statut, quand même, on a quand même un statut qui n'est pas comme d'autres métiers où on a quand même plus de temps. Mais quand même, ça prenait énormément de temps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai avancé petit à petit. Et le jour où je me suis dit, je monétise mes compétences, et bien en fait, j'ai mis en place, je me rappelle, la première conférence en ligne. C'était novembre 2020. Ouais. Et tu sais, une conférence en ligne, j'envoie un lien de paiement tunisien avec une plateforme tunisienne. Et je dis, investir en immobilier de A à Z en France et en Tunisie. Ouais. Et la conférence, c'est 2 heures en live et 98 €. Ok. Voilà. 14 ou 16 inscrits. Voilà. Okay. Pour moi, c'était un truc de fou. Je dis 2 heures et finalement, je reste 6 heures. Ah ouais. Je commence à 20 h, je finis presque 1 heure, 2 heures du matin et les gens encore, ils ont des questions. Ouais. Et attention, après, j'envoie le lien en WeTransfer. Hein, mode start-up, labo, un truc de fou. Du coup, ça m'a beaucoup plu. J'ai récolté les premiers avis et j'ai enchaîné. J'ai testé 3 fois ce process. Okay. Du coup, la deuxième fois, j'avais 24 inscrits. La fois d'après, 30. Ouais. Et je me dis, c'est top. Et j'ai pris tout le recul des personnes. Parce que finalement, je dis 2 heures et je reste 6 heures. C'est pas top.
pas de respect ni pour mon temps, ni pour le temps des personnes qui viennent. Du coup, finalement, je passe à notre format. Je dis, OK, on fait plus de conférences comme ça. Ça va être plutôt l'immobilier pas à pas sur un mois. On se voit tous les vendredis, 2 heures par semaine. Par personne ou par groupe. Et j'enregistre et j'envoie pareil. Par contre, je suis passée de 98 € à 497 €. Et formule un peu plus poussée. J'envoie pareil en 8 transferts. Et la même chose. J'ai testé 3 fois et il y avait les mêmes nombres d'inscrits. Et je me dis, parfait. Parce que j'ai quand même, de passer 2 heures, ça me mettait plus de temps pour que les personnes assimilent les choses. Et en même temps aussi pour qu'il y a le même level de concentration. Voilà. Et après, je suis passée aux formations enregistrées. Ok, très clair. À ce moment-là, tu avais investi donc en France et en Tunisie. Comment ça s'est passé ton parcours En fait, en Tunisie, le démarrage en France, tout a démarré par rapport à moi. En Tunisie, il y a quand même le boost familial. Pourquoi ? Parce que moi, je viens d'une famille entrepreneur depuis que j'étais petite. Mon grand-père, il est un grand entrepreneur en Tunisie et sur tout ce qui est usine agroalimentaire, l'immobilier. En fait, on a baigné dans ça. Je ne veux pas trop parler de ça parce que finalement, moi, en France, tout ce que j'ai construit, c'est grâce à moi. Et au contraire, non, mais c'est pas parce que voilà. Je sais, mais on a tous une histoire différente. Oui, c'est pour encore donner ce côté nuancé à la chose. Par contre, tout ce que j'ai appris en France, je l'ai appliqué sur l'existant en Tunisie. Et j'ai encore fait évoluer le patrimoine sur place. Du coup, j'ai démarré déjà avec des donations, avec de l'héritage, avec ce qui est existant. Et moi, je me rappelle, en Tunisie, j'ai optimisé. Il y avait un appartement. On a des appartements chez mes parents comme un immeuble de rapport. Et je lui dis, ma mère, c'est meublé, c'est top. Pourquoi on ne le met pas en location courte durée ? Ah non, je ne veux pas des personnes qui viennent chez moi. Badaki, badada. Je dis, écoute, on teste. Elle me dit, non, tu ne testes pas, tu testes chez toi. Voilà. Et quand même, je prends les photos, je mets l'annonce et je l'appelle, je lui dis finalement, il y a les premiers voyageurs qui viennent. Et je me rappelle, c'était des Suédois qui viennent faire le tour de la Tunisie en vélo. Et du coup, je m'en rappelle, j'avais mis la nuitée à 50 €. C'est un T4. On est dans un village où le mois se loue dans un appartement comme ça, plutôt à 100 €. Du coup, le mois. Et du coup, voilà, ma mère me dit OK, ils sont super. J'aurais proposé même de quoi manger, tout ça. Et ils m'ont laissé 50 € aussi. Et après, je lui dis, tu vois, finalement, c'est bien. Oui, pas de souci, tu peux ouvrir le calendrier. Et encore plus, elle me dit, finalement, t'as mis la nuit à combien ? Je lui dis 50. Elle me dit, c'est euros ou dinars ? Du coup, elle commence même à la devise, alors qu'au départ, elle voulait même pas mettre le bien. Du coup, j'ai essayé un peu d'optimiser ce qui est loué, qui est vraiment très mal loué, de vraiment mettre le coup de cœur, de bien décorer, un peu à la méthodologie. Et j'ai mis aussi le nez sur la fiscalité. Et finalement, je me rends compte qu'on a une très belle fiscalité aussi tunisienne. En Tunisie, Oui, surtout en nom propre, on a la même chose du LMNP, mais par contre, indépendamment de la stratégie de location. D'accord. Que ce soit meublé ou pas, on peut amortir le bien au réel. Voilà. Et ça amortit. Et la plus-value à la sortie, t'es comment ? La plus-value, en fait, ça ne rentre pas à l'amortissement, mais après, à partir de 5 ans, il y a une baisse de 10% tous les ans selon les années de détention. C'est top. C'est juste une mentalité qu'on ne veut pas payer d'impôts. Mais par contre, derrière, si on met le nez dedans, on peut bien optimiser. On peut être réglo sans payer. Ok, cool. Bon, ça va. Du coup, j'ai enchaîné petit à petit. J'ai créé aussi une société de sous-location sur place pour gérer nos biens qui sont en location courte durée. On a fait aussi des investissements ensemble. On est une fratrie de 5. On est 3 filles et 2 garçons. Et les 2 filles sont plutôt dans le monde médical, pneumologue et orthodontistes en France et en Allemagne. Et mes frères, ils sont plutôt entrepreneurs. Du coup, on a un bon levier, les 3 entrepreneurs, par rapport aux deux médecins. C'est quand même un sacré niveau, la fratrie. Parce que... Ah oui, mais en fait, mon père, notre passeport, c'est les études. 2 médecines, docteur en nano, tu as dit docteur en micro et nanotechnologie. En micro-nanotechnologie, Et 2 frères, plutôt entrepreneurs intuitifs ou plutôt scolaires aussi quand même ? Scolaires quand même. Et du coup, en fait, tu fais des études et après on en parlera. Tu feras ce que tu voudras. C'était la base. C'était la base. Les études, c'était vraiment la base. Et je pense aussi, on est dans une famille où les études, c'est très important. Après, j'ai l'impression que c'est pour avoir eu beaucoup d'amis marocains et tunisiens quand j'étais à Montréal, qui faisaient des études à Montréal, pour le coup, c'est quand même, j'ai l'impression, très important, les études des familles du Maghreb qui envoient leurs enfants dans les écoles françaises, notamment. Tu es peut-être allé à l'école française ou... Oui, voilà. Et c'est souvent, en fait... Non, en Tunisie, c'est pas une école française, c'est l'école du secteur. Ouais, mais toi, du coup, t'es allé à un lycée français, j'imagine. Non. Ah, t'es pas allé à un lycée français ? Non, d'accord, c'était le lycée. En fait, nous, on passait le brevet et on accédait au lycée pilote, entre guillemets, mais mon père, il veut quand même qu'on reste dans le lycée. Mon père, il est prof de techno. Du coup, lui, les études, il suivait bien les études. Et nous, on aimait bien les études, c'était pas forcé.
sachant qu'on vient d'une famille d'entrepreneurs où finalement on a baigné dans l'argent, mais c'était pas l'objectif qu'on reprenne les sociétés ou autre. C'était plutôt l'objectif, tu crées ton avenir tout seul. Ouais, d'accord. Ok. Et les études, tes frères et tes sœurs, vous les avez fait tous à l'étranger au bout d'un moment, ou certains sont restés quand même? Moi, je suis venue à l'étranger en France. Mes deux sœurs, même mes frères, ils ont fait en Tunisie. Et après, c'est quand ils sont venus en France, par exemple, il faut l'équivalence. Donc, ils ont passé l'équivalence. Et pareil, ma sœur, elle a fait plutôt la spécialité en Allemagne. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, ils habitent où? Ma sœur, elle est en Allemagne. Ma sœur pneumologue, elle est en France. À côté, elle est au CHU de Foix. Voilà. En Ariège. Voilà, pas loin. Et j'ai mon frère qui est entrepreneur avec moi. Il travaille avec moi, il bosse avec moi. Et un autre frère plutôt en Tunisie qui gère ce qu'il y a en Tunisie. D'accord, c'est cool. Et qui passe moitié-moitié. Voilà. C'est bien. Ok. Chacun son petite expérience et tout sa vie de son côté. Tout à fait. Et on fait beaucoup de choses ensemble. Et on a un lourd héritage psychogénérationnel par rapport à l'argent. On a une famille qui a eu beaucoup d'argent, mais en même temps tout ce qui va avec. Et moi, j'ai beaucoup travaillé. Ce qui va avec les problèmes. Les travers. Voilà, les relations familiales qui se terrorisent petit à petit. Et malheureusement, ça fait mal au cœur. Et du coup, moi, c'est un sujet qui m'anime beaucoup. Du coup, j'ai fait une thérapie. Je suis toujours en thérapie par rapport à ce côté-là. Et j'essaye d'appliquer tout ce que j'apprends pour éviter que j'hérite ça à ma fille sans se rendre compte. Et aussi pour que tout se passe bien avec mes frères et sœurs, car finalement, on a beaucoup de business ensemble. Et pour de ne pas reproduire les schémas. Et on sait, c'est vrai que dès qu'il y a un sujet argent, malheureusement. Mais nous, on l'a vu. Moi, je me rappelle avec ma thérapeute, on a pris une feuille, on a repris un peu l'arbre généalogique et avec des feutres, elle me dit voilà, écris et ça vient tout seul. En fait, tu te rends même pas compte comment tu écris. Et finalement, on a d'une génération à une génération, c'est les mêmes soucis qui reviennent. Et j'ai décidé de prendre les bonnes choses. Parce que finalement, moi, j'ai vécu avec ma grand-mère, j'ai pas vécu chez mes parents. Et ma grand-mère, c'est une vraie entrepreneuse sans qu'elle se rende compte. Et je me suis dit, je prends tout ce qui est bien par rapport à l'argent qu'elle m'a transmis et tout ce qui est pas bien, j'essaie un peu de travailler dessus. Ok. Bon, très clair. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est un parcours lourd. Aujourd'hui, j'en parle sans émotion parce que j'ai travaillé dessus. Mais pour te dire, je crie même un livre avec le dialecte tunisien parce que je veux bien partager cette expérience-là. Il y a beaucoup de familles qui vivent ce côté-là. On voit que tu as un profil quand même très effectivement scolaire à la base et tout. Parce que tu vois, t'écris un livre, tu lis des choses dessus. Enfin, c'était vraiment... j'ai appris que dès qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, je travaille dessus. Je dis, bienvenue, je croyais pas que tu es là. Je t'en perds plus. Non, mais c'est bien, il y a une volonté de creuser à chaque fois, à chaque sujet, vraiment profondément et tout. Pour en tirer des bénéfices, donc c'est cool. Mais je sais aussi que tu as un côté très pratique, pas que théorique, parce que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, tu ne fais pas que lire et écrire, tu fais aussi des choses concrètes, on va dire, sur le terrain. Est-ce que on peut en venir à justement ce côté entrepreneur que tu es devenu malgré toi, ou je sais pas en fait, parce qu'au final, c'était pas voulu au départ. Mais tu sais, moi depuis que j'étais petite, Julien, j'ai l'intime conviction que je serais une femme d'affaires de fou. Ouais, ok. Par contre, j'ai la croyance que ma mère, c'est une femme d'affaires. Et ma mère, elle avait le côté pro qui primait. Et heureusement qu'il y avait mon père pour nous. Et du coup, je me dis non, je fais pas vivre ça à ma fille. Jusqu'au jour où l'immobilier, ça m'a fait un côté hybride. Je me dis, mais c'est top, finalement, je peux vivre les deux choses. Et jusqu'au jour aussi où je me suis dit, en fait, ma mère, elle a fait son choix. Je suis reconnaissante à son choix. Elle a fait de son mieux. C'est ses choix de l'époque. Et par contre, moi, je peux essayer d'équilibrer les choses. De faire différemment. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi qui te suis depuis un moment, parce que tu citais 2020, moi je pense que j'ai organisé un premier séminaire à Toulouse, ça devait être fin 2020. Quand tu es venu, je pense que c'était fin 2020 ou début 2021, peut-être début 2021, je sais plus, c'était après février Covid. 2021, peut-être février 2021, ça devait être ça, exactement. Donc on s'est vu à peu près à ce moment-là, où tu as commencé à switcher et tout ça. Et donc je te suis depuis ce moment. Et effectivement, tu mets souvent ta fille en avant. On voit qu'il y a une vraie envie de faire avec elle, de la prendre avec toi. Tu dis c'est ton porte-clés, c'est intéressant, tu vois, c'est une bonne illustration, je trouve. Effectivement, bon, ça peut être un peu péjoratif et matériel, mais je la vois positive. Mais je vois l'image. Donc c'est un peu ton porte-clés, effectivement. Et moi, je me disais aussi, mais comment elle fait, Amani? Elle est tout le temps partout. Je vois un week-end, t'es en séminaire par-ci, un truc par-là, un mastermind, un truc. Bon, peu importe le nom, mais je vois que t'es avec des groupes d'investisseurs, quoi. Voilà. Par-ci, par-là, en France, à l'étranger et tout. T'y es toute seule. Donc je me dis, ton mari, quand même, lui, il a aussi franchement du mérite. Ça serait bien de voir son côté de vue. Ouais, parce que non, mais ça aurait été intéressant de l'asseoir sur le siège là, tu vois, et d'avoir ce côté équilibre, parce qu'on sait tous quand on investit en couple, qu'en soi, il y en a toujours un qui lead par rapport à l'autre, tu vois. Et là, on voit que c'est quand même toi qui lead vachement le truc, mais à la fois, tu es vachement attaché à ta fille, mais que finalement, il y a plein de fois où tu la laisses
tu vois. Attention, au micro. Tu la laisses à son papa. Et je me dis, on sent, tu vois, qu'il y a peut-être un déchirement des fois aussi de partir comme ça, de la laisser. Tu le vis comment, toi? Alors, je le vis bien. Ouais. Je le vis bien, mais j'ai travaillé dessus. Ouais. Et ça a démarré, moi je me rappelle, même avant de commencer, quand elle avait 18 mois, à un certain moment, je me dis, en fait, je l'adore ma fille, mais par contre, depuis qu'elle est là, tout tourne autour d'elle, on n'a plus de vie de couple. Ouais. Et j'avais pris le choix à 18 mois, après fin d'allaitement, qu'elle part toute seule en Tunisie. Et nous, on est partis, on a fait 3 semaines en Andalousie. Ok. Les 2 premiers jours, c'était un déchirement, mais elle vit sa vie, elle s'en fout de nous. Et finalement, en fait, on a fait un voyage de noces. Ok. Que vous n'aviez pas eu. Et finalement, je me dis, il faut faire la part de choses. Quand je suis là, je suis vraiment pleinement pour elle. Quand je ne suis pas là, de toute manière, il y a son papa. C'est un papa poule. Il est vraiment magnifiquement marié sur ce côté-là. Et je dis, moi, j'ai de très, très bonnes relations avec mon père du fait qu'il était là tout le temps. Et je me dis, le fait que je ne sois pas là, les deux, c'est bien aussi. Ça leur crée du lien. Exactement. Du coup, ça fait un peu un côté forcing. Par contre, quand je suis là, en fait, c'est elle la priorité. Okay. Tu vois, ses activités, c'est elle la priorité. Et ça lui arrive. En fait, moi, à la maison, ce que je leur dis, écoutez, moi, je suis quelqu'un de fonceur. Vraiment, parfois, quand je fonce, c'est un truc de fou. Et je dis à mon mari et ma fille, je comprends, je le prends pas mal, tirez les drapeaux rouges. Ça, vraiment, je le vois pas mal. Et moi, je serai à l'écoute par rapport à ce que vous dites. Et Maya, ça lui arrive de me dire, maman, t'as abusé. Là, ça fait un moment, je t'ai pas vu, tu me manques. Voilà. Et en même temps, elle me dit, parfois, j'en ai marre de votre immobilier. Et quand elle me dit ça, je me dis, oula, je veux pas lui impliquer cette croyance. Non, l'immobilier, c'est très bien. On arrête, on fait une pause et on reprend. Du coup, j'essaye de faire de mon mieux. C'est pas évident. J'essaye d'impliquer les choses. Mon mari, il nous a trouvé un combo qui est topissime. Depuis 1 an et demi, à peu près, on a un week-end par mois où on se retrouve à 3. Et une fois, c'est moi qui l'organise. Une fois que c'est lui qui l'organise. Trop bien. Et l'autre ne sait pas, c'est une surprise. Et Maya, elle peut s'impliquer dans l'organisation. Ah, trop bien. Et ça peut être, tu sais, un truc vraiment d'aller dans une cabane perchée à côté de la maison, ici sur Toulouse, de faire vraiment des choses qui sont juste sympas, pour faire un truc ensemble. C'est pas... Parce que parfois, on dit, oui, un week-end par mois, pas tout le monde peut l'autoriser. Ne vous inquiétez pas, ça peut être quelque chose de pas du tout coûtant. Et mon téléphone est confisqué. Ok. Sauf si je veux faire, ça c'est sympa, je peux partager. Le sien, il est confisqué à lui ou pas? Il est pas trop téléphone. Il est pas trop téléphone. Non, mon mari, il est très, il a une vie très saine. Ok. Voilà. Et le côté leader par rapport à l'immobilier et l'entrepreneuriat, en fait, mon mari m'encourage beaucoup. Par contre, au départ, c'était mon premier frein. Il comprenait pas. On était les 2 cadres, on a la résidence principale, on a une fille, on voyage toutes les vacances. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Et on est sur la communauté. Oui. J'ai besoin de sa signature. Oui. Du communauté, coup, donc le régime matrimonial, par défaut, qui est de partager tout ce que vous achetez. Exactement. Et du coup, je lui dis, j'ai besoin de ta signature. Soit on se met d'accord aujourd'hui, moi, c'est important pour moi. C'est le côté challenge au quotidien. J'adore. C'est vraiment à un certain moment, Julien, et je pense toi aussi, c'est rien à voir avec l'argent. Parce que finalement, tu n'as même plus le temps de dépenser. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas du tout alors question que c'est d'argent. la seule chose que retient l'extérieur, en principe. Oui, tu vois, l'argent, souvent. Je comprends. Je comprends par rapport à chacun sa vision et chacun aussi son niveau d'évolution là-dessus. Moi, aujourd'hui, c'est pas du tout... Et même au départ, parce que vraiment, on vivait la belle vie. En gros, dans le cadre sociétal, on a coché toutes les cases. Et tout le monde de l'extérieur me dit, en fait, pourquoi tu t'emmerdes? Mais moi, ça me fait plaisir. Moi, le challenge, c'est ma vie. J'adore voir un appartement de l'État vraiment nul à l'État, mais vraiment topissime. J'adore créer cette valeur. J'adore partager, j'adore transmettre. Du coup, ça, j'adore. Et je m'en rappelle, notre premier bien, au notaire au compromis. En fait, j'ai tapé sur la table, je lui ai dit, non, moi j'ai donné mes conditions, je rembourse pas ceci, je rembourse pas ça. Et lui, il était là, en fait, entre... Mais en fait, tu te rends compte, t'es devant des hommes de loi. Et en plus, on était dans un compromis tournant, du coup, il y avait vraiment du monde. Et il sentait la tension dans la salle. Et je lui ai dit, je signe pas, quand vous êtes d'accord, rappelez-moi. Attention, un premier compromis. Du coup, il sort du notaire, je me rappelle très bien, il me dit, tu sais, s'il te rappelle, tu as carte blanche de ma part. Je dis, attends, je te filme. Vas-y, reprends ce que tu dis. Et jusqu'à aujourd'hui, on a cette vidéo. Il m'a dit, si on te rappelle pour signer ce compromis qu'on vient de faire maintenant, tu as carte blanche de ma part. Bon, a priori, ils t'ont rappelé. Voilà, exactement. J'ai carte blanche de sa part. Et je signe parfois à sa place. Et parfois, je le prends plus au compromis parce qu'il prend la défense des vendeurs. Et il voit pas, tout le process. Il est moins...
je vais dire un mot qui est agressif, commercialement parlant, et dans la négociation et tout, que toi, j'imagine, c'est vrai. C'est plutôt un low profile. Non, mais lui, il fait, je te connais pas. Quand je suis dans le mode négociation, je te connais pas. Il veut même pas assister à ça, que je comprends très bien. Que je comprends très bien son profil, mais en même temps, il n'a pas assisté sur tout le process. Parce que, attention, mon mari, il a visité tous nos biens après l'acte authentique. Du coup, il connaît rien du tout par rapport à tout ce process-là. Mais sa valeur ajoutée, et là où on est vraiment très complémentaires, c'est le côté minutieux. Ingénieur aéronautique, il est très minutieux. Il est un peu aussi dans la mécanique auto, mais on l'appelle le chirurgien de la mécanique, parce qu'il fait de la mécanique avec des gants. C'est quelqu'un de très minutieux. Dans la phase travaux, alors là, le check de toutes les tâches, c'est lui qui le fait. On est très complémentaires là-dessus. Aujourd'hui, il est très fier de moi. Mais voilà, je préfère que c'est lui qui le dit, mais il me le dit. Je suis très ravie parce qu'on a pu construire ce patrimoine grâce à cette évolution dans le couple, grâce aussi quand ça ne va pas, en fait on en parle et on communique. Et en même temps, nous, notre mariage, c'était un événement électrochoc. Tu sais, nous, on évolue, on est des versions de nous-mêmes suite à des événements électrochocs. Et nous, pour qu'on se marie déjà, on a fait un parcours de fou parce que ma famille, elle n'a pas accepté mon mari. Ah oui. Ouais, attention, il est tunisien, musulman. En fait, il est ingénieur, donc normalement les cases sont cochées, mais c'est juste qu'il ne vient pas de la même ville. Ok. Ah ouais, c'est ça. C'est autre. Ok. Bon, du coup, il a déjà déménagé toute sa famille ou comment ça s'est passé? Non, c'est pas question de ville, mais après, ils se sont rendus compte petit à petit. J'ai fait la grève de faim pour l'avoir. Et aujourd'hui, tu sais, il est le préféré de ma mère. Mais bon. Ah ouais. Faut pas le dire à tes frères et sœurs. Mais ils le savent. C'est eux qui le disent. Mais voilà, du coup, et j'adore son état d'esprit. Tu vois, pour mes parents, il a bien compris, parce qu'on a fait une thérapie après ensemble, que c'est normal, parce qu'ils aimaient bien leur fille et il le prend pas personnel, quoi, comment ils ont réagi. Par contre, ça a fait de moi une nouvelle version. Et aujourd'hui, même si cette période-là, c'était difficile pour moi, c'est une période aujourd'hui, c'est ce qui a fait la fin d'aujourd'hui. Parce que je me rappelle, le lendemain de mon mariage, j'ai dit à tout le monde, je leur ai dit, à partir de ce jour, aucune personne ne donnera son avis dans ma vie, y compris mon père et mon mari. Et du coup, c'était comme une lettre à la poste. Mais c'est vrai que c'est toutes ces petites expériences qui forgent un caractère, qui forgent une personne, qui font la personne qu'on est. Voilà. Et peut-être que si tu avais eu un chemin différent, tu ne serais pas la même personne. Non. Sûrement, d'ailleurs. Voilà, on serait tous différents. Je te remercie en tout cas d'avoir échangé, d'avoir pris du temps pour parler de ça, parce que c'est intéressant. J'aime bien ne pas parler que d'immobilier, tout le temps, les chiffres. Parce que finalement, c'est tout ça qui est derrière, c'est les bases. C'est une histoire de personnes aussi. Tu vois, on est tous des êtres humains. Donc, on vient tous d'un milieu différent, on a tous des approches différentes, une appétence au risque, etc. On va dire aussi des qualités et puis des défauts différents. Donc, voilà, c'est cool. Merci de t'être livré un peu là-dessus. Bon, maintenant, on va parler un peu d'IMO quand même. Voilà. Les gens attendent ça. Je sais qu'ils sont là, ils attendent et tout. Là, ils ont pleuré un peu, tu vois, c'était émotion. Maintenant, on va parler de chiffres, on va être plus au côté rationnel et tout. Non, en vrai, au-delà des chiffres qui, franchement, m'intéressent un peu moins, c'est aujourd'hui, je vais te dire ce que je connais de toi et tu vas me dire qu'est-ce que tu fais en plus. Parce que je suis sûr qu'il y en a de plus. Vas-y. Donc, je connais de toi le fait que tu es investisseur IMO, que tu as continue d'acheter de l'immobilier pour toi, enfin pour vous, en l'occurrence, parce que là, en plus, vous êtes à la communauté, chéri. Donc là, voilà, pour vous, pour la famille, pour aussi ta fille, in fine, c'est aussi elle. C'est mon deuxième pourquoi. Mon premier pourquoi, c'est moi, et c'est elle le deuxième pourquoi. Voilà, donc c'est vraiment un but familial. Bon, la structuration, tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas très important à ce moment-là. Ensuite, je sais que tu es très adepte des enchères. Oui. En tout cas, tu l'as été, tu me diras si tu l'es toujours. Je sais que tu as des activités de marchand de biens avec des associés peut-être différents, donc plusieurs sûrement structures, j'imagine. Ouais. Je sais que tu es une boulimique du mastermind, séminaire, etc., d'échanger, de t'enrichir des expériences des autres et tout ça. Voilà. Oui. Et que tu en fais beaucoup, tu me diras combien tu en fais par an, c'est intéressant parce que tu vois, je n'arrive pas à me rendre compte. Et combien ça te coûte aussi, tout ça, c'est important. C'est important, tu vois, on parlera un peu de chiffres quand même aussi. C'est un vrai budget. Et puis, je connais de toi le côté, tu accompagnes des gens, et j'ai l'impression que c'est quand même principalement des Tunisiens. Tu me diras si je me trompe ou pas. J'ai pas noté, donc tu as une bonne mémoire, j'en doute pas. Tu as tout à fait raison. En effet, mes activités aujourd'hui, je suis investisseuse, je continue, même si l'année dernière j'ai fait une pause, car en fait tu te rends compte que tu peux pas être partout.
Et en même temps, c'était une phase de créer, de faire pas mal de marchands pour pouvoir faire une très belle rémunération pour enchaîner derrière et augmenter ma capacité d'emprunt. Voilà. Du coup, voilà, ce côté investissement, j'adore beaucoup et je veux vraiment continuer car je suis dans une stratégie de foncière pour garder, pour embellir et pour nous et aussi pour notre fille. Le deuxième point par rapport aux enchères, en effet, j'ai fait pas mal. Je suis marchand de biens depuis février 2023. Ok. Du coup, ça fait mon premier bilan, il va clôturer le 31/12. Okay. Du coup, je ne suis même pas à un bilan de marchand de biens. Oui, parce que tu as fait un long premier exercice. Bilan. Voilà, un long bilan. Et c'était recommandé de faire un long bilan parce que j'aurais pas dû par rapport à tout ce que j'ai fait. Je ne croyais pas que je vais faire une telle évolution en marchand de biens. Et du coup, déjà, j'aurais dû arrêter au 31/12 l'année dernière parce qu'à chaque fois, comme j'ai fait pas mal d'obligataires, à chaque fois, il faut un commissaire aux comptes, il faut déjà le grand livre, la balance, c'est des termes comptables, mais en gros, c'est la situation comptable du moment pour que le commissaire aux comptes peut donner son rapport pour faire la levée de fonds. Je fais beaucoup d'enchères. 80% de mes opérations, c'est des enchères. Ok, donc tu es toujours quand même très axé là-dessus. Très axé là-dessus et encore plus. Okay. Encore plus, pourquoi ? Parce que c'est venu petit à petit. J'ai eu un appétit aux enchères. Pour vous donner un peu l'historique, les enchères, au départ, je suis entrée aux enchères grâce à un projet clé en main qu'on avait. Ils sont plutôt un couple qui est plutôt aux Emirates, qui veulent investir en France et qu'ils veulent aller dans les enchères. Du coup, je venais à leur place. Et après, je me dis, ok, j'ai fait la touriste pendant 2 mois. Je suis tous les jeudis au tribunal juste pour assister. Ouais. Et je peux vous dire, juste pour assister aux enchères, j'avais une tachycardie. Ah ouais. J'avais même pas d'avocat. J'avais pas l'émotionnel et j'avais une tachycardie. C'est une ambiance un peu spéciale. Ah ouais. C'est pas évident. Tu te sentais quoi pas à ta place, oppressé Pas à ma place, mais je sens une guerre de coq. Ouais, ok. De requin. Du coup, voilà. En tout cas, c'est ce que je sentais. Aujourd'hui, j'ai pas le même ressenti. Oui. J'imagine que si tous les jeudis tu pars au bagne. Pour te dire finalement qu'on évolue. On évolue impressionnant. Et j'ai fait un mastermind marchand de biens à Agadir, où on était 17 personnes. Il y avait 3 qui ne sont pas marchands, y compris moi. C'était avec Aline, c'est elle qui l'a organisé avec Christophe. Aline, qu'on salue si elle nous écoute. Voilà. Coucou Aline, d'ailleurs c'est une de mes associées. Voilà, exactement, parmi mes meilleures communes, tout à fait. Et du coup, février, je me lance dans les enchères, mais avant de créer ma société, j'avais déjà 4 OP que j'ai négocié dans le marché lambda, normal quoi. Ouais. Et j'ai eu ma première adjudication le 23 mars 2023. Ok. Et sachant que j'ai assisté déjà avant de l'avoir presque une dizaine. Une dizaine, ok. Et aux enchères, c'est beaucoup de régularité. J'en fais beaucoup. Aux enchères, c'est 90% des opérations passent plus cher par rapport au marché. Les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils s'emballent. Ouais. Et ils rajoutent de 1000 et 1000 et 1000, mais ils ne se rendent pas compte de tous les 1000 qu'ils ont rajoutés tout au long de l'enchère. Et c'est la régularité qui paye. Et je me rappelle ce qui m'a fait le déclic de passer de touriste jusqu'à aller chercher mon avocat aux enchères et se présenter. Un jour, j'avais visité le bien et j'étais la seule au tribunal. Ok. Je me dis, mais en fait, ma banque, elle est juste à côté. C'est la banque populaire Esquirol. Ouais. Mais je peux aller chercher les chèques. Non, ça repart dans une autre audience. Parce et c'est là qu'il m'a fait venir avec un chèque. Exactement. C'est combien le 20% En fait, c'est 10% de la mise à prix avec un minimum de 3 000. C'est-à-dire si la mise à prix elle est à 25 000, 10% de 1 500, il y a un minimum de 3 000. Voilà. Et je n'avais pas prévu les chèques. En fait, je suis encore en mode touriste. Mais c'est ça le déclic qui me dit... Bon, là, tu as raté une opportunité. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'il faut que tu sois là aux enchères. C'est la régularité qui paye. C'est pas que tout le monde fait des bonnes affaires aux enchères, au contraire. Moi, j'en fais pas mal de bonnes affaires aux enchères. Par contre, c'est la régularité. On a assisté, pour te dire assister, c'est-à-dire tu as fait les chèques de banque, tu as étudié et tu as visité. Tu étais prêt, quoi. Prêt à acheter. Mais en fait, tu imagines tout ce que tu as visité et finalement, tu vas pas. On a assisté à 170. Là, depuis début 2023 ouais. Ah ouais. 170 et avec 1,8 million de chèques de banque. Ah ouais. Et tu imagines tout le process qui est derrière. D'avoir un collaborateur pour visiter, d'étudier les projets, de préparer les chèques de banque. Parce que tout dépend des tribunaux. Il y a des tribunaux où tu peux juste ramener une attestation de caution de ta banque qui prouve, par exemple, que tu as telle somme sur le compte. Mais pas tous les tribunaux qui les acceptent. Du coup, il faut aller faire les chèques de banque. Chèques de banque, il faut que c'est moi en personne qui soit là. On ne peut pas faire par procuration les chèques de banque. Autant pour visiter, tu peux déléguer, effectivement. Voilà. Mais là,
Mais toute cette partie-là, c'est à moi de la faire. Et parce que la semaine prochaine, je présente au cercle les enchères. Et j'ai un tableau où je suis un peu. On a fait 170 visites, représentation. Vente aux enchères, ouais. Représentation, c'est-à-dire on a eu l'avocat qui nous représentait et on a fait le chèque de banque et on a eu 20. 20 sur 170 ? Ouais. C'est plus de 10%. Oui, on est à 11, mais attention, j'ajoute un nuancé. Depuis septembre, on est déjà 6 fois adjudicataire, depuis septembre. Donc et aussi élargi, c'est plus que Toulouse. On a Pau, on a Lyon, on a Caluire, on a Tournon-les-Bains. Et du coup, en fait, on a élargi la chose et c'est ce qui a fait qu'augmenter le résultat. Mais avant, on était à 8%. D'accord. Ok. Voilà. Intéressant. C'est un milieu... Et moi, ces statistiques, ça m'intéresse beaucoup pour voir un peu le retour aussi de ce côté énergie qu'on met sur les enchères. Ouais. Sur ces 20 projets, tu en as débouclé combien aujourd'hui ? Il y en a... alors, débouclés, il y en a 6 finants. Ça y est, En fait, c'est-à-dire vendus. On a encaissé. Quand toi, je dis débouclé, effectivement, c'est un projet vendu. Voilà. Il y en a 5 qui sont sous compromis et il y en a le reste en stock. Ok. En vente. En stock, en vente, ok. Il y a des choses là que tu te traînes un peu, des regrets que tu as ? Il y en a. En fait, aux enchères, j'ai pas des traînes. Ouais. Par contre, dans le marché normal, c'est les maisons. Ouais, ok. Maisons plus compliquées en ce moment à sortir. Les maisons, c'est plus compliqué et je le vois. Les maisons entre 350 et 550, c'est pas évident. Déjà, par rapport au taux déjà. On est dans un marché un peu résistif que je le vois. Moi, je suis pas prête à baisser. Je connais la valeur. Ouais. Et en même temps, je suis mes frais financiers. Parce que ça, on en parlera. On va en parler, parfois, Et en même temps, moi, je ne veux pas baisser en tant que marchand de biens parce que je connais la valeur de mon bien. Et aussi, l'acquéreur, il est un peu dans un marché, peut-être ça va baisser l'immobilier et peut-être les taux vont baisser. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression, et je comprends parfaitement l'acquéreur lambda, que finalement, il suit un peu l'euphorie des médias. Oui. Ok. On parle justement de ces frais. Ouais, dis-moi. Mais heureusement, en fait, je rejoins aussi par rapport aux frais. Heureusement que pratiquement tous les biens que j'ai, ils sont plutôt mis en location entre-temps. Ah, d'accord. Moi, c'est un peu ce côté force de frappe. L'objectif, c'est que je meuble et je décore les biens, je le mets en location courte durée. Comme ça, tu es flexible quand il y a un achat. Ok, intéressant. Donc ça te paye les frais financiers. Une bonne partie, si ce n'est pas la totalité. Ok, cool, intéressant. Justement, les frais, tu disais donc déjà 1,8 million de chèques de banque, faut les faire. Hein. Ça veut pas, parce qu'1,8 million de chèques de banque, ça veut dire potentiellement beaucoup plus de millions d'achats. Puisque le chèque de banque, tu disais, c'est 10%. Bon, après, vous n'avez pas tout eu. Mais, on est entre vente et stock aujourd'hui, on est un peu moins de 4 millions. 4 millions, ok. Un peu moins. Je calculais avant de venir pour ne pas dire des bêtises, parce que pour moi, ça veut tout et rien dire. Parce qu'en marchand de biens, on est toujours en flux tendu. C'est pas, on entend des millions, mais par contre, tout ce qui rentre directement, il est réinvesti. Exactement. Et finalement, sur les comptes, en fait, il n'y a que le point mort. Exactement. J'en parlais la semaine dernière avec... je ne sais plus qui d'ailleurs, des investisseurs là, qui sont dans le nord de la France, un couple d'investisseurs qui sont assez connus sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et je leur disais qu'effectivement, j'avais regardé la veille le compte bancaire d'une de mes boîtes de marchand, qu'on était à poil, quoi, alors que franchement, on n'arrête pas de vendre, qu'il y a du stock, qu'on sort, tu vois, et tout, mais bon, on a des projets, c'est en travaux, c'est un machin, en fait, tant que tu n'arrêtes pas et que tu dis pas stop et que tu liquides pas tout, en fait, c'est difficile même d'avoir une vraie vision sur ce que tu as réellement, tu vois, ou ce que tu auras réellement à la fin, je trouve. Et en fait, il faut avoir une vision panoramique. C'est un peu comme ton patrimoine, finalement. C'est un peu la même chose. Quand tu fais ton tableau patrimonial personnel, c'est un peu la même chose. Tu ne vois pas cet argent, la plus-value latente, le capital que tu rembourses, tu ne le vois pas sur le compte bancaire. Par contre, quand tu le valorises, c'est autre chose. Et la même chose en marchand, finalement. Si tu arrêtes tout, tu vas encaisser toutes tes ventes et finalement, tu te retrouves avec ton CA. Mais par contre, entre-temps, tu as perdu des opérations, tu as perdu des opportunités. Sauf si tu veux arrêter, là, c'est autre chose. Exactement. C'est ce que je vais faire, moi, d'ailleurs. Ok, d'accord. On en parlera. Je suis en train de tout liquider. Ok. Comment tu finances aujourd'hui ? Parce que tu disais donc de l'obligation, donc ça veut dire le particulier peut te prêter, une personne morale peut te prêter, tu vas chercher de l'argent en dehors de la banque. Comment s'est ventilé ton financement entre ça et les banques ? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais fait de financement avec la banque. Ok. Ouais. Pas une seule opération avec la banque, toujours pas avec une seule du financement opération, sachant privé. Que les banques me suivaient. En fait, c'est qu'au départ, j'avais fait la première opération, j'ai financé fonds propres. Et après, j'ai fait une autre opération marché normal, je l'ai fait en indivision de société. Et là, on revient à ce côté association. Moi, je n'ai pas d'associé dans le marchand, mais plutôt d'indivision de société. Okay. Et j'aime beaucoup ce format,
parce que ça nous permet de faire des opérations ensemble, de se tester comment ça marche et tout, et en même temps de voir vers où on peut Donc aller. là, c'est plus chacun loin. prend sa quote-part. Exactement, comme on est en personne et mettre physique, de son côté, quoi. c'est plutôt le comptable qui s'arrache les cheveux. Ouais. Et nous, ce qu'on fait, par exemple, avec Aline, on a des opérations, on a une division de société. Ce qu'on fait, c'est que c'est ma société qui finance tout. Ouais. Comme ça, au moins, on n'a pas qui a payé, qui machin. Et voilà, c'est ma société qui finance tout. Et derrière, il y a les frais financiers qu'elle payera par rapport à sa quote-part. Ok, voilà. très clair. Au moins, c'est plus simple au quotidien. Ça, c'est un notaire qui vous accompagne, un expert comptable, c'est plutôt... On a le même expert comptable, déjà. Okay. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ouais. Et un notaire, un fiscaliste, c'est surtout ces levels. Et c'est pas évident, l'indivision de société, c'est pas évident. Surtout, c'est risqué. Et on s'est protégé, entre guillemets, en parallèle, parce qu'il faut faire le mandat de protection future, il faut faire le testament. Si jamais ça arrive quoi que ce soit à l'une de nous deux, en fait, tout est immobilisé. Exactement, comme on est en indivision. Et du coup, l'objectif, on est protégé en croisée. Comme ça, si jamais ça arrive quoi que ce soit à l'une de nous deux, et en fait, l'autre peut finir l'opération. Oui, parce que là, à la différence d'une personne morale, tu n'as pas de statut ou de pacte d'actionnaire qui va régir justement ce qui va se passer dans telle ou telle situation. Tu as la convention d'indivision. Oui, tu as une convention d'indivision, tout à fait. Ouais. Mais comme tu peux l'avoir d'ailleurs sur du LMNP. Hein, oui, tout à fait. C'est la même chose si on est indivisaire. Souvent, les gens investissent en couple, hein, mais tu peux très bien faire du LMNP avec quelqu'un qui est un indivisaire en dehors de ta famille, quoi. Tout à fait. Ok, cool. Et donc jamais de banque. Jamais de banque. Et moi, je me rappelle, du coup, on avait fait la première, c'était une adjudication que j'ai financée toute seule avec fonds propres. La deuxième, on a fait avec Aline fonds propres, moitié-moitié chacun. Okay. Du coup, fonds propres. Et à un certain moment, tu dis, mes fonds propres, ils vont pas aller plus loin. Mais surtout qu'ils sont bloqués pendant longtemps, des fois. Et si ça sort pas, c'est le cas. C'est le cas. Et du coup, en fait, en même temps, tu te dis, finalement, tes fonds propres et... tu les rémunères, certes, comme un compte courant associé, mais en même temps, finalement, quand tu les mets dans d'autres opérations ou dans le crowdfunding, tu peux aussi avoir pas mal de retours. Et à un certain moment aussi, ça te bloque, parce que finalement, tu n'as pas des finances illimitées. Moi, personnellement, je démarre, j'ai pas des finances illimitées, c'est plutôt des économies, c'est plutôt le fruit oui, ça reste une somme modeste, quoi. Voilà, exactement. Tu n'arrives pas avec 10 millions de cash, oui, exactement. Et du coup, je m'en rappelle, et j'avais l'appétit encore, parce qu'en même temps, les opérations se présentaient. Et j'avais l'appétit encore d'aller encore plus loin. Et je m'en rappelle, dans la 3e opération, je suis partie voir la Banque Populaire, je suis partie voir la Caixa. Les deux m'ont dit oui. Par contre, quand je regardais Euribor de l'époque, plus 4,5 ou bien 3,5. Ça, c'est la Caixa, surtout. La Caixa, 4,5. Oui. Même à l'époque, même la Banque Populaire, 1% ou 1,5% moins cher. La commission d'engagement. L'expert judiciaire et le tralala et le va-et-vient. Les frais de dossier, l'épulchage de tout ce que toi tu as, ce que tu possèdes, ce que tu portes. La galère. En fait, c'est que je me dis, mais ok. T'es à 10% avec beaucoup d'emmerdes. Et exactement, merci. Exactement. T'as beaucoup d'emmerdes, beaucoup de paperasse, beaucoup de... Mais en fait, c'est que c'est juste que ma force de frappe, elle est ailleurs. Ouais. Et c'est énergivore. Et je m'en rappelle, je sors de la Banque Populaire et de rendez-vous avec Pereira. Jean-Robert. De la Caixa. Et je lance une story. Je lui dis, écoutez, je ne vous cache pas, je sors de la banque, ils me suivent sur des projets de marchands. Mais par contre, quand je vois, au lieu de donner l'argent aux banques, moi, je préfère plutôt donner aux personnes qui veulent investir. Attention, c'est un investissement risqué. Attention, c'est que l'argent peut être bloqué. Ce n'est pas l'argent que vous avez besoin au quotidien. Et j'ai fait... Même ma soeur, elle m'appelait, elle m'a dit, mais en fait, ton discours, il n'est pas du tout vendeur, tu n'auras personne. Mais c'est très bien. Moi, je suis un peu comme ça aussi. Je préfère noircir le tableau. Je préfère que, quel que soit le scénario, on tombe vraiment sur un bon côté par rapport à ce que j'ai dit. Et moi, c'est important, la pérennité avec ma communauté. Je ne compte pas m'arrêter à une opération. Et moi, ce qui compte, j'investis comme une bonne mère de famille. J'ai l'appétit à ce côté-là, mais en même temps, il faut couvrir ses arrières. Bien sûr. Du coup, je lance, j'ai eu 18... Je mets le truc en bas des questionnaires. Je dis, mettez nom, prénom, adresse mail et le montant à mettre. Et j'ai donné entre 5 000 et 50 000, 10% par an. Et à partir de 50 000, 12% par an. Avec la story, les 18 investisseurs, on a levé 650. Ou bien 605, ou un truc comme ça. Tu avais une communauté de combien de personnes à ce moment-là ? Alors, en fait, moi, ma communauté, il faut se dire, les chiffres, ça veut tout rien dire. Parce que beaucoup de personnes, tu as une communauté, j'ai 130 000 personnes. Par contre, je suis entre 2 pays et l'engagement, il n'est pas du tout le même. Et les Tunisiens résidant en Tunisie, même s'ils veulent participer à mes obligations, ils ne peuvent pas parce qu'on a un système bancaire psychorigide. Ils ne peuvent pas faire des virements comme ça. Du coup, en fait, j'apporte un nuancé, en tout cas par rapport aux personnes qu'ils ont vues. C'est un bon retour.
C'est un bon retour avec une story de 24 heures. Voilà, mais du coup, tu as rémunéré autant que ça te coûtait à la banque. C'est juste que c'est plus simple pour toi et tu trouves ça plus éthiquement plus sympa de le faire que faire à la banque. Parce qu'effectivement, tu n'as pas rémunéré. Enfin, ça ne te coûte pas moins cher, quoi. Non, ça me coûte pas moins cher. Surtout que tu vas avoir des frais d'avocat pour le contrat d'emprunt obligataire. Exactement. Tu vas avoir, en fait, après, c'était l'époque apprentissage. Mais là, maintenant, je fais tout toute seule. Et objectivement, surtout, tous mes contrats, c'est moi qui mâche tout le travail pour mes avocats. Une fois que tu as un contrat, tu changes les noms et les montants. Hein, et j'ai le rapport de commissaire. En fait, en gros, tu te rends compte petit à petit. Parce qu'au départ, tu dis, je fais les choses bien, tac, tac, tac. Mais finalement, tu les fais mieux, encore mieux, toute seule aussi. Le commissaire, alors, tu dis commissaire au compte, c'est commissaire aux apports ou au compte ? C'est la même chose. C'est la même chose. Mais tu fais ça parce que tu n'as pas 2 ans de boîte. Mais si tu as 2 ans de bilan, tu n'es pas obligé, c'est ça ? Exactement. Parce que moi, je l'ai fait, j'avais 2 ans de bilan et j'ai pas eu. Exactement. C'est différent. Et moi, en même temps, au commissaire au compte, parce que j'en avais fait au départ, du coup, la boîte, elle était toujours, ça fait pas longtemps et ce qui est mis, c'est plutôt le compte courant, voilà. Par contre, après, il y avait quand même des opérations, on a encaissé, c'est une société qui tournait, d'où le fait que je t'ai dit, j'aurais dû m'arrêter au 31-12 pour le premier bilan, car j'avais déjà un bilan qui est très bien au 31-12. Et là, ça t'aurait fait un deuxième maintenant. Voilà, exactement. Mais après, objectivement, je me dis, je m'en fous. Parce que finalement, ça c'est pour les banques. Et moi, les banques aujourd'hui, ils me suivent si je veux. Mais c'est juste que c'est une volonté que ça soit dans ce sens. C'est plus pour moins de casse-tête. Mais sinon, avec grand plaisir, mes partenaires banquiers, pour le foncier, pour l'invest, avec grand plaisir, je viendrai vous voir. Mais pour le quotidien, le marchand de biens. Non, mais je suis d'accord. Du coup, voilà. C'est quoi la taille moyenne des projets que tu fais ? Moi, je fais le plus gros projet, c'est 480. En prix de revient ? Non, en prix de revient, non. En prix de revient, j'ai aucun projet qui a dépassé les 300 000. Oui, donc en plus, c'est des petits projets. Sommes, entre guillemets, pour ceux qui nous écoutent, quand on est pour un marchand de biens ou pour un promoteur ou pour un professionnel de l'immobilier, ça reste des petits projets. Oui, c'est des petits projets, même les banques, parfois il y a des banques qui te disent même pas bienvenue. Les pôles immobiliers qui financent les marchands de biens sont les mêmes qui financent les promoteurs, qui font des opérations à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions. Donc pour eux, le temps passé sur un dossier, c'est quasiment le même parce que la complétude, elle est complexe. Bancaire. Donc effectivement, voilà. Et il n'y a que la Caixa qui finance des petits projets sans trop poser de questions. Enfin, sans trop poser de questions. La Banque Populaire, ça ne les posait pas, même des petits projets. C'est pas trop... Ouais, parce que la Banque Populaire. Parce qu'à la Caisse d'épargne, Midi-Pyrénées, tu vois, ici... Oui. En fait, c'est à partir de 350 ou 450. Maintenant, c'est 450, même ils ont relevé avant, c'est 350. Je les ai eus, ils m'ont dit 450. Et le Crédit Mutuel, je crois, encore plus. CIC, 750, tu vois, 750. Voilà. Banque Palatine, c'est 1 million qui te prête. Donc, tu vois, c'est effectivement... Donc, au final, c'est quand même galère. C'est marrant, mais quand tu as un petit projet, c'est quand même galère de trouver un partenaire financier bancaire. Mais moi, ce que j'ai fait avec mes contrats obligataires, je n'ai pas fait par projet. J'ai fait que les personnes prêtent à la société. Bien sûr. Et ça me permet aussi d'optimiser cette rémunération aussi. Parce que quand je fais une flip rapide, du coup, derrière, directement, c'est réinvesti dans une autre. Oui. Et ça permet d'optimiser pour de marge. Toi, c'est un prêt de trésor, en fait. Exactement. C'est un prêt de trésor. Exactement. Et même la caution, c'est moi. Et du coup, caution personnelle et pas d'hypothèque sur un bien, donc pas de frais de main levée, pas de ci, pas de ça. Niet. Et je leur expliquais tout ça. Et en même temps, objectivement, vis-à-vis de moi-même, j'irai toujours par rapport à la capacité de la valeur vénale des biens que j'ai et aussi par rapport à moi, personne physique. Car pour moi, en fait, je vends tout et je rembourse tout le monde. Je m'en fous et je redémarre à zéro. C'est en aucun cas qu'une personne qui m'a fait confiance que je vais lui faire à l'envers. Du coup, c'était très important pour moi ce côté-là. Et je pense aussi, une personne qui te signe un contrat, tu sais, j'ai eu une personne qui a viré 100 000 euros sans signer son contrat obligataire. Pour te dire le niveau de confiance. Et je l'appelle, je lui dis, attention, merci pour la confiance. Par contre, ne le fais avec nulle part. Enfin, c'est un truc de fou. Tu ne fais pas un virement s'il n'y a pas un contrat qui te lie avec la personne. Carrément. Et du coup, c'est un autre niveau de confiance. Je remercie beaucoup ma communauté là-dessus. Et, ça veut dire que tu as quand même envoyé le RIB avant. Oui, voilà. Non, le RIB dans le contrat. Ah oui, dans le contrat, tu l'avais mis en annexe. Non, dans le contrat, le RIB. J'ai même pas envoyé le RIB. Mais elle n'avait pas signé. Et c'est même elle n'a pas signé. Elle n'a pas signé, elle avait le RIB. Du coup, voilà. Cette levée, elle est remboursée. J'ai encore l'appétit parce que je suis pratiquement une opération par mois, voire 2. Mais en septembre, on a eu 6. Du coup, voilà, au fur et à mesure, je me dis, ok. Et un entrepreneur qui toque ma porte, qui parle de moi, et il vient du même village que moi en Tunisie, pour te dire, voilà.
Et là, cet entrepreneur, du coup, il me dit, bon, bah, écoute, on m'a parlé de toi, vas-y, raconte, qu'est-ce que tu fais. Voilà, j'ai parlé. D'ailleurs, merci mon cousin qui m'a mis en contact avec lui. Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai expliqué. Voilà, il m'a dit, moi, je finance des projets de marchand de biens. Et pendant 3 semaines, il n'arrêtait pas de m'appeler. Il me dit, bon, bah, je suis dans telle situation à ma place, qu'est-ce que tu fais? J'avais l'impression que j'étais un peu sous le viseur. Et pour te rebobiner en arrière, octobre 2020, je m'en rappelle très bien, j'étais en mastermind avec les 17 marchands et il y avait Émilie Lopez. Je ne sais pas si tu connais, un marchand de biens chevronné en Haute-Savoie. Et elle nous partageait son expérience. Elle était RH, elle est passée par un burn-out. Et pour la reconversion, elle a fait style BTS, profession immobilière. Et elle avait comme prof un promoteur en fin de vie. Et que ce promoteur, il a vu la flamme en elle. Et il lui a dit, bon, ben viens, on s'associe ensemble, on fait du marchand. Et moi, j'apporte tes fonds et tu as 3 millions à ta dispo. Ok. Et du coup, je lui dis, mais en fait, c'est impressionnant. Ouais. Demain, ma visualisation, ça sera ça. Ouais. Ok. Voilà. Et 1 an après, j'ai eu la même chose. Un contact. Donc qui te dit, ok, moi, let's go, je te fais confiance, parce que c'est une question d'humain, encore une fois, je te fais confiance et je te donne une somme à dispo. C'est ça? Tout à fait. Ok, cool. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui... Et là par contre, tu partages la marge? Non. Ou tu rémunères? Obligataire. Les mêmes conditions. Les mêmes conditions que mes premières obligataires. Ok. Du coup, c'est 12% comme c'est supérieur à 50 000. Donc, toi, tu restes dans ce que tu sais faire, ton métier, le marchand, etc. Et lui, il se cantonne à être partenaire financier uniquement. Exactement. Parce que souvent, les gens qui veulent s'associer veulent partager le gâteau avec toi, tu vois. En fait, il a un état d'esprit impressionnant. On a eu même des opérations ensemble où il me dit, moi, j'ai pas le temps pour des opérations, mais vraiment de très haut niveau. Je te parle à des marges de millions. Même moi, je connaissais pas du tout cette sphère. Et lui, il m'a permis de rentrer dans cette sphère. Il me dit, c'est toi qui s'occupe de tout ce qui est opérationnel et on partage la marge. Ok. Du coup, c'est un état d'esprit gagnant-gagnant et je suis très reconnaissante qu'une telle personne fait partie de mes partenaires aujourd'hui. C'est chouette. Et justement, en parlant de marge, c'est quoi ta marge moyenne sur un projet? Alors, la marge moyenne... recherchée, marge réelle. Alors, en fait, moi, ce que je recherche, je suis très pessimiste dans mes études. Pessimiste plus. Du coup, moi, ce que je fais, je prends mes prix de revient, travaux, voilà, et y compris les frais financiers. Oui. Je les englobe dans tout. Sur 2 ans, sur combien de temps? En fait, par exemple, je fais beaucoup de flip. Ouais. Quand je dis flip, c'est 6 mois. Hein. Ouais. Par contre, la flip, je la compte sur 12 mois. 12 mois, ok. Voilà. Et en même temps, j'ai des retours de location donc, que je ne compte pas. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, c'est acheter, revendre sans rien faire grand-chose, quoi. En fait, moi, je dis flip, c'est juste que c'est simple à faire aussi. Parfois, je fais de l'ameublement. Oui, voilà. J'ai jamais fait de division, par contre. Ok, d'accord. Du coup, c'est plus d'acheter un bien qui est simple, quelque chose qu'on sait faire, un petit bien d'investissement. Ouais, t'as bien raison. Ouais. Donc voilà, je mets en place la décoration et l'ameublement. On a notre équipe aujourd'hui de rénovation en interne. J'ai une société de rénovation. Et on a une décoratrice d'intérieur qui fait tout. Moi, je ne suis plus sur terrain sur cette partie-là. Avant, j'étais vraiment beaucoup dedans. La rénovation, c'est là où il y a ton frère, oui, exactement. Et aussi, il y a une autre décoratrice d'intérieur. On a une équipe. En fait, on est 6 salariés en tout. Et tout corps d'État, second œuvre. Second œuvre. Et je vois que c'est une bonne force de frappe aujourd'hui dans le marchand. Pourquoi? Parce que j'en ai marre des artisans qui donnent des rendez-vous qui ne viennent pas. Et je vois que je dis, bon, ben voilà, tel chantier, il faut que ça soit fini fin de semaine. Il est fini fin de semaine. Elle a sa galère aussi, parce que gérer de l'humain, c'est autre chose. Gérer de l'humain. Mais globalement, je trouve que c'est une très, très bonne force de frappe. Et voilà, les projets lambda, c'est ça. Et sur la marge? Et sur la marge, pardon, du coup, moi, j'éparpille beaucoup. Hein, je saute du coq à l'âne, il faut me canaliser. Sur la marge, je suis un minimum 20%. Ok. En ayant un budget prévisionnel pessimiste, il te faut 20%, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Et c'est ce que tu sors in fine ou... Oui, c'est ce que je sors in fine. Sur les 6 que tu as débouclés. Et je te donne aussi une contre... Oui, j'ai débouclé pas mal et j'ai débouclé même à 70% de marge. Hein. Ouais, après, il y a des... Oui, effectivement. Mais aussi, au fur et à mesure, dans les petits projets, on est entre guillemets, entre marge entre 35 000 et 50 000 en numéraire. Et aujourd'hui, quand c'est un projet qui est simple à faire, je peux me contenter d'être une marge à 15% si j'ai la même marge numéraire en pessimiste. Oui. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Mais c'est un nuancé qui est venu après. Du coup, je ne conseille pas qu'on commence comme ça. Non, mais c'est la force des grandeurs, en fait. C'est-à-dire que si le montant est grand, ta marge est plus... D'ailleurs, les promoteurs, ils font 10% de marge. Hein.
10% de marge avec quand même, en fait, c'est le cash flow, il est quand même Oui. à 20%, mais c'est juste qu'ils ont quand même les frais d'honoraires qui sont pas mal. Ouais. Et j'ai failli être dans la promotion dans 3 projets et finalement, j'ai toujours des peurs. Ok. Mais tu sais, moi, je connais un gros marchand sur Toulouse qui fait 20-25 projets par an sur Toulouse intramuros. Donc, tu peux t'imaginer mon temps. Et ça tourne à 12-13% de marge. Hein. Tu vois, oui, tout à fait. Sur les gros volumes, voilà. Et c'est du marchand, hein, c'est pas moi, je les vois parfois des marchands aux enchères, je me dis en fait comment ils achètent à ce prix. Ouais. Du coup, je comprends. Ouais. Si les calculs sont alignés à ça, je comprends. Parce qu'en fait, il faut faire tourner. Il y a des charges, il y a des structures, il y a des, tu vois. Et moi, je le vois aujourd'hui. Julien, moi, ma stratégie, c'est aussi, j'ai les locations courte durée qui apportent quand même du chiffre au quotidien, entre 20 et 30 000 euros par mois, le temps que le bien soit vendu entre tout ce que j'ai en stock. Ça me rassure. Moi, je suis quelqu'un qui me rassure d'avoir des revenus récurrents. Ouais. Car en marchand, il faut se dire, en fait, c'est en gros comme si tu es allongé sur la plage et parfois tu as une vague, tu es mouillé et pendant longtemps, tu n'as rien. Et il faut injecter. Et du coup, moi, ce côté-là, ça me perturbe. Et je veux qu'il y ait du récurrent. Et pour avoir du récurrent, je veux avoir des opérations tous les mois, des petites opérations comme ça, pour que, in fine, une fois qu'une année s'est écoulée, on va voir la récurrence. Tous les mois, on va avoir une vente qui se déboucle et on va avoir telle marge qui va tomber. Oui. Et après, de temps en temps, on fait aussi des grosses OP. Mais les grosses OP, ça vient comme la vague que je viens de dire. C'est ça, du coup, notre stratégie, c'est un peu ça aujourd'hui. Ok, bah, c'est très smart. Moi, ça ne m'étonne pas de toi en même temps. Voilà. Bah, en fait, c'est venu petit à petit. Non, mais profil brillant et qui apprend aussi petit à petit, tu vois, voilà, de toutes les expériences. Moi, mon capteur d'opportunité, il est tout le temps allumé. Ouais, très intéressant. Et du coup, j'essaye juste de voir là où je peux faire optimisation. Voilà. Du coup, j'avais besoin pour me rassurer de ce côté-là. Peut-être dans quelques mois, je te dis, finalement, c'est pas une bonne idée. Hein, mais bon. Non, mais après, moi, je te dirai en off pourquoi je vais arrêter le marchand, mais il y a des raisons qui ne te concernent pas forcément à toi aujourd'hui et que tu vis. Alors, première chose, investisseur, on l'a dit. Donc, ça, tu vois, je t'avais dit. Après, marchand, on l'a dit. Qu'est-ce qu'on a enchère. C'est bon à passer. Après, j'avais dit accompagner des gens. Majoritairement d'ailleurs des Tunisiens, tu me diras si c'est bon ou pas. Et le 5e truc que j'avais dit, c'était quoi ? Ah oui, et que tu étais partout dans les séminaires, partout, et comment tu gérais. Dis-moi de quoi tu veux parler. Ouais. Du coup, les Tunisiens, oui. À un certain moment, quand je suis allée dans les réseaux et que quand j'ai vu la vague venir et je suis passée à plusieurs milliers d'abonnés, je me suis dit, il faut monétiser. Et quand j'ai regardé le panel de formateurs qui existent en France, qui sont très bien, qui sont très inspirants, moi-même qui m'inspire beaucoup, je me dis, en fait, ma place, elle est où entre tout ce monde ? Ma place, c'est mon authenticité. Je suis tunisienne qui investit en France et en Tunisie. Et du coup, je vais parler en arabe. Je vais me nicher. En fait, c'était stratégique aussi, entre guillemets. Et en même temps, en fait, moi, ça me fait plaisir aussi de parler des petits blagues de fiscalité en arabe. Et en plus, c'est une porte d'entrée pour ma communauté. Et en même temps aussi le côté femme, je pense, par rapport à notre société. Carrément. Ouais. Carrément. Okay. Du coup, je pense que c'est les deux qui ont fait que en fait, c'est venu tout seul, que je sois plutôt orientée à des Tunisiens. Je fais plus parler. Et en tout cas, ils se voient en moi. On a des choses en commun et c'est tout à fait normal qu'on toque ma porte avec des Tunisiens. On est à 98% des Tunisiens qui sont aujourd'hui qu'on accompagne. Ok. Et je peux te dire, je suis ravie de cette communauté. Parce qu'on a des médecins, des ingénieurs, des personnes qui ont de très hauts revenus et que finalement, en fait, moi je me dis, en fait, c'est bien aussi de rajouter du nuancé par rapport à tout ce qu'on entend dans les médias, que finalement, il y a un très très bon concentré, c'est pas du tout ce qu'on dit par rapport finalement à ceux qui profitent du système, que parfois c'est autre chose, mais en même temps, c'est bien de voir l'autre côté et surtout qu'aujourd'hui, les conditions migratoires, pour que la France accepte un visa pour qu'une personne vienne ici, il faut que déjà qu'elle commence à payer ses impôts directement. C'est important aussi de jouer là-dessus. Tu vois, les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est très difficile d'immigrer en France. C'est très difficile. On dit que la France est un pays d'immigration. Alors oui, ça l'a été. Il y a des années où c'est clair que c'était portes ouvertes, mais c'est très compliqué. Les visas, les process, les tests de français, les machins, les trucs, c'est très très complexe. Je le vois moi parce que je le fais dans d'autres pays et que c'est chiant et qu'en fait c'est un pays qui a calé son modèle sur la France et tu vois mais on s'en rend pas compte quand on est dans le pays en fait où tu vois où toi c'est là depuis longtemps.
tu t'en rends compte parce que tu as cette communauté-là aussi, peut-être, voilà, et t'échanges régulièrement. Mais quand tu es français et que tu es né ici, tu te rends pas compte de ça. Non, en fait. tu te rends pas Voilà. compte. Tu ne te rends pas. Et en même temps, tu sais, moi, je comprends aussi la vision de chacun, parce que finalement, chaque vision, elle est par rapport au vécu de la personne. Hein. Moi, je m'en rappelle, quand je suis venue en France pour la première fois, je me dis, en fait, les Français, c'est des vrais râleurs. T'arrives, t'as déjà la CAF qui t'aide pour ton loyer. Je parle du français. Hein. Tu as une bourse. Tu as une sécurité sociale. Hein. Tu te rends pas compte de ce qu'il y a. Moi, je viens de la Tunisie et en même temps, je viens d'une famille aisée. Hein. T'imagines pour un Tunisien lambda que finalement, il vient et quand même, on râle par rapport à cette situation. Mais pour apporter du nuancé, mais en fait, il a tout à fait raison de râler parce que finalement, lui, il a ce standard. Son référentiel, il est là. Et quand il voit son référentiel dégradé, ben c'est tout à fait normal parce que finalement, il compare par rapport à ça. Un Tunisien qui vient sur un référentiel, ben en fait, s'il tombe malade, il paye. S'il n'a pas d'aide au logement, ben en fait, il paye son logement. Et du coup, son référentiel, il est par rapport à son référentiel à lui. Du coup, chacun, il a sa... en fait, chaque vision se respecte par rapport à ce côté-là. Et on parle aussi du côté communautaire par rapport, par exemple, communauté maghrébine ou autre. Mais finalement, en fait, les Français, quand ils sont dans un autre pays, ils sont très communautaires entre eux. C'est clair. Non, mais c'est clair. En fait, un Français, il cherche qu'un Français au Canada. Un Français en Allemagne, il cherche qu'un Français. En fait, c'est juste qu'il y a des liens. Et c'est le travers qui fait que, d'ailleurs, beaucoup de Français rentrent en France parce qu'ils ne s'intègrent pas. Et en plus, en France, du coup, c'est plus facile de rentrer en France. Enfin, plus facile d'être Français, de partir et de revenir parce qu'en France, on a un système où, en soi, quand tu reviens, on te réintègre, machin. D'ailleurs, il y a même une prime d'impatriation quand tu reviens, que tu as été expatrié plus de 5 ans. Quand tu reviens, t'as une ristourne d'impôt, tu as 30%, je crois, de remise sur les impôts pendant 8 ans. Si jamais tu t'engages à bosser pendant 8 ans pour le même employeur. Tu vois ? Ça s'appelle, je ne sais plus comment, un truc d'impatriation. Voilà. Tu as l'expatriation et l'impatriation. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui reviennent parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à s'intégrer ailleurs. Voilà. Et comme c'est facile de revenir en France, on revient. Après, c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui viennent en France et qui ne repartent jamais parce qu'en France, in fine, il y a quand même pas mal de, comme tu le dis, on est très bien. Donc, je suis française aussi. Hein. Je suis très reconnaissante à la France. Ça a ouvert des portes impressionnantes. J'ai fait mes études ici. Je suis bien intégrée. Personnellement, j'ai jamais subi un acte de racisme. Et même si j'en ai subi, je suis une grande gueule. Hein. Oui, t'as la répartie. Directement, j'essaie un peu d'apporter un nuancé. Tu vois, par exemple, nous, au labo, 90% des personnes qui travaillent au labo, c'est des personnes étrangères. Parce que dans la philosophie et aussi dans le mindset du français, c'est pas de faire de longues études. Par contre aussi, dans les personnes qui viennent ici, c'est aussi une stratégie de rester encore plus pour avoir aussi le titre de séjour. Du coup, en fait, finalement, chacun, il a son objectif, finalement, par rapport à ce côté-là. Et parfois, moi, j'ai eu une reproche une fois quand je présentais par rapport à mon accent. Je dis, écoutez, on va s'arrêter là. Dis donc, est-ce que vous pouvez parler en anglais, s'il vous plaît ? Et du coup, il a commencé à en parler en anglais. Et bien, qu'est-ce qu'on parle de cet accent, dis donc, français-anglais. C'est la même chose, je lui dis. Mais je suis parfaitement d'accord. Du coup, en fait, c'est que arrêtons ce côté... j'essaie un peu d'apporter ce côté nuance à la chose, car en effet, de se mettre de l'autre côté, c'est bien aussi pour les personnes qui nous écoutent, que parfois on met puis après, dans le même sac plusieurs communautés. Tu vois, pour en revenir... in fine, moi, je suis portugais. J'ai la nationalité portugaise aussi, enfin voilà. Mon père est né au Portugal, il a immigré en France. Donc moi, je suis fils d'immigrés portugais. Ça se voit moins sur ma tronche par rapport à un Français que quand tu es marocain, tunisien ou algérien. Clairement, ça se voit moins. Voilà. Non, mais même pour portugais. Voilà. Oui, les portugais. Oui. Ah, moi aussi, ça se voit moins. Parfois, on peut parfois, des aussi. fois, le portugais, tu vois aussi. Mais ce que je veux dire, au niveau faciès, un Portugais s'intégrera mieux en France, tu vois ce que je veux dire, il aura moins de problématiques qu'un Tunisien ou un Marocain. Ou un Mohamed. Oui. Les prénoms aussi, parfois. Oui, les prénoms aussi. Mais malgré tout, il y a des blagues pourries sur les Portugais. Toutes les femmes portugaises sont des femmes de ménage. Tous les mecs sont des maçons ou des carreleurs, mais t'as pas trop le choix. Et tu vois, moi, je sais que mon père, il en a vachement souffert. Et c'est pour ça qu'il a voulu se sortir les doigts et faire autre chose et pas tomber dans ce cliché, tu vois, d'aller bosser dans le bâtiment, etc. Mais moi, j'ai pas de problème avec le fait de parler de portugais ou, tu vois, ou qu'on me parle des portugais, etc. Moi aussi. Voilà, je suis né en France, j'ai deux nationalités, je peux partir avec le Portugal du jour au lendemain. J'ai choisi de rester en France aujourd'hui. Bon, je vais partir l'année prochaine, mais ailleurs. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est... je veux dire... Aujourd'hui, je pense que tu dois être un peu citoyen du monde et c'est comme ça. Il y a une mixité partout et heureusement parce que quand tu sors de chez toi, tu te rends compte de la richesse du truc.
Mais si tu restes chez toi, c'est ça le problème. Parce qu'en fait, si tu restes chez toi, tu ne te rends pas compte de ça. Tu vois, de cette richesse qu'il y a autour. Tu n'as pas un regard différent sur la France. Moi, quand je suis parti habiter au Canada il y a plus de 20 ans, je sais pas, tu vois, l'image, c'est tu arrives là-bas, tu te tournes, tu regardes la France d'en haut parce que tu es dans le nord, tu vois, et tu te dis, putain, mais en fait, il n'y a pas que Claire Chazal dans la vie, Patrick Poivre d'Arvor, la baguette, et tu vois. Et en fait, il y a autre chose. Et la Star Academy. Enfin, tu vois, non, mais je dis à l'époque, c'était ça, ou Love Story, ou je sais pas quoi. Mais c'est clairement putain, il faut sortir. Voilà, j'invite juste les gens à sortir et à s'enrichir des cultures des autres. Tu vois, moi à Montréal, effectivement, j'avais que des copains marocains et tunisiens. J'ai appris plein de trucs culturellement, etc. J'ai lu la moitié du Coran, alors que je suis pas du tout religion, je suis même pas chrétien, hein, je suis athée complet. Mais tu vois, ça m'a intéressé. Tu vois, juste culturellement, ça m'a enrichi. Aujourd'hui, quand je vais au Maroc, je suis comme à la maison. Je te jure, c'est vraiment, tu vois, alors je vais pas trop en Tunisie, je suis allé d'un fois à un mariage d'un copain, mais tu vois, c'était un peu... Mais je vais plus souvent au Maroc. J'étais comme à la maison. Ouais, parce que culturellement, je m'étais imprégné de ça. Il y a du bon et du mauvais partout. Tout simplement. Mais parfois, c'est juste où on veut mettre la lumière. Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, je veux mettre la lumière sur la partie que j'admire. Sur le bon, ouais, non, mais t'as raison. Et donc surtout que j'en vois l'envers du décor avec mes coachés. Mais même moi, parfois, je me dis, mais en fait, oui, mais voilà. Hein. Parfois, même moi aussi, je rentre dans ce côté d'aller dans l'autre sens. Mais en fait, on ne se rend pas compte. La communauté, en fait, on a vraiment des pépites. Hein, ouais. Mais tu vois, je refais un autre parallèle. J'ai déjeuné avec un confrère / concurrent cette semaine qui fait la même chose que nous, Cartaé, sur Toulouse, avec qui on s'entend très bien, on a les mêmes valeurs, etc. Et il est black. Et donc, il me disait, franchement, ça me dessert dans le business. Et je sens que dans le milieu, dans le monde, avec des agents immobiliers et tout ça, je perds des points. En fait, par rapport à, tu vois, il me dit, par rapport à si toi, on fait la même visite, il y aura plus de chances que tu en offres le pass, même si elle est au même prix, que ce soit la mienne. Tu vois, il y aura plus de choses qu'on t'accueille avec le sourire que, voilà. Et je lui dis, putain, mais c'est ouf ce que tu me dis, parce que franchement, je suis à des années-lumière de ça, je m'en rends pas compte parce que je le vis pas, tu vois. Et je suis halluciné que tu me dis ça. Mais par contre, je lui ai dit, l'avantage que tu as, c'est que tu es antillais, et que du coup, tous les Antillais, ils vont bosser avec toi et pas avec moi, tu vois. Et donc, comme tu disais, tu t'es niché, c'est exactement ça. Tu te niches avec ta communauté. Et moi, je le vois quand je parle d'investir au Portugal, j'ai des gens qui disent « Ah, moi aussi, je suis d'origine portugaise. » ça m'intéresse. Tu vois, c'est d'origine portugaise aussi. Non, ça m'intéresse, l'investissement au Portugal. Tu vois, mais je suis d'origine portugaise et tout ça, je me reconnais un peu dans le truc. J'ai envie, tu vois, je suis attaché à mes racines et compagnie. Comme toi, là, peut-être t'accompagnes des Français qui veulent investir, qui sont d'origine tunisienne, qui veulent peut-être investir là-bas, ou vice-versa. Donc voilà, donc je pense que, comme tu dis, il y a du bon et du mauvais partout. Il faut juste extraire le meilleur. Exact. Et avancer, quoi. Ouais. Mais moi, je me dis, moi aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu en France, je suis très bien ici. Et je me dis, j'ai un cocktail magnifique entre le bon d'ici et le bon de là-bas. Exactement. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut conserver, développer. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, en effet, moi, je le vois, c'est ma force d'avoir une communauté. Parce que finalement, ils se voient en moi. On a les mêmes blagues, on a le même vécu. C'est pareil quand les Français se retrouvent. Finalement, en fait, c'est les mêmes chansons bien quand sûr. Ils ont grandi. C'est les mêmes choses. Bien et sûr. Finalement, c'est des choses qui nous relient. Même la bouffe, c'est un peu Exactement. Surtout la bouffe. Non, mais franchement, surtout la bouffe. Hein. Et sur la partie séminaire, mastermind, etc., t'en fais combien par an? Alors, en fait, c'est pas de combien. Je vais te dire, depuis septembre, j'en avais fait 2 où j'ai participé. J'étais invitée pour présenter les enchères. Et après recul, je me dis, en fait, quand j'ai dit oui, je me suis dit, j'aurais pas dire oui, parce que finalement, c'est enchaîné et ça m'a fait 3 semaines loin de la maison. En enchaînant les déplacements. Oui, je me rappelle, c'est quand moi j'étais à Marrakech. D'ailleurs, on s'est croisés à l'aéroport de Marrakech. Exactement. Et du coup, c'était le retour à la maison après 3 semaines de déplacement. Après, j'ai intégré le cercle de marchands de biens de Sébastien Marcus. Et j'ai intégré le cercle juin 2023. C'est Aline qui m'a recommandé d'aller dans le cercle, comme on faisait de l'indivision de société et comme elle était encore dans son job. C'est que vraiment, moi, je sois dans le côté formation et j'étais assoiffée à l'apprentissage côté marchand de biens. Parce qu'en fait, tous les jours, tu apprends aux marchands de biens. Il y a pas... Et moi, je vois les enchères, chaque opération, c'est une vraie formation. Et je me suis dit, le cercle de marchands de biens, c'est un vrai investissement. C'est pas de la rigolade, entre guillemets, en termes de chiffres. Et je me suis dit, moi, j'intègre pas qu'au moment où j'ai déjà encaissé ma première plus-value. Encaissé. Hein. Et au moment où j'ai encaissé, j'ai intégré. En gros, j'ai mis une bonne partie de ma plus-value. Oui, parce qu'il y a de l'adhésion annuelle. Voilà, il y a de l'adhésion annuelle. Moi, je nie pas que c'est un vrai coût, mais en même temps, ça filtre. Et aussi, c'est très qualitatif. Aujourd'hui, il y a vraiment de l'investissement.
Et du coup, on a pratiquement tous les 3 mois des Worksday, des animations. Et d'où le fait, tous ces déplacements, c'est autour de ça aussi. Ouais, ok. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, c'est un gros investissement parce que c'est plutôt une cotisation annuelle et je fais partie du cercle MDB. Après, quand il y a des séminaires qui sont pas loin, tu vois, toi par exemple, ou autre, ben, moi je fais avec grand plaisir. Et j'aime beaucoup le format mastermind. Mastermind entre guillemets, c'est plus un format où il n'y a pas beaucoup de personnes. Tu vois, par exemple, pour le Canada, j'étais intéressée avec toi. Parce que je le lancerai un jour, je le ferai, promis. Ok, je serai là. Et du coup, en fait, moi je trouve quand on est en petite communauté, j'adore beaucoup parce que là où il y a la vraie personne, et moi j'aime bien tout ce qu'on voit sur les réseaux. J'aime bien, en voyant les personnes, je me dis, est-ce que c'est la même personne ou pas ? Oui. Et parfois, je suis très déçue. Oui. Et parfois, je me dis, magnifique. Cette personne, certainement, on travaillera ensemble plus tard. Ou bien, cette personne, je l'appellerai pour demander des renseignements. Cette personne, elle m'inspire beaucoup. Du coup, voilà, ça me donne aussi le côté fake ou pas fake derrière. Je suis totalement raison. Voilà. Tu as totalement raison parce que je le fais pas que pour ça, parce que aussi pour l'apprentissage, mais j'adore ce côté vraiment... tu vois, par exemple, le mastermind surf, on était en stage surf, mais l'apprentissage, il était topissime. Tu fais la planche et en même temps, tu parles du marchand de biens. Bon, t'en fais quand même pas mal. J'en fais pas mal. Du coup, je te disais, là où je suis invitée, et en même temps, c'était erreur de calendrier. Mais j'en fais, entre guillemets, tous les 3 mois, 2 mois. Ok. Et en termes de budget... Tu peux dire, moi, j'investis à peu près 50 000 par an. 50 000 par an entre les déplacements, les paiements, les déplacements. Ça va. Okay. Ça fait un coût. Ça fait un coût. Tu peux te dire, finalement, j'aurais pu me rémunérer pour augmenter ma capacité d'emprunt avec ce coût. Mais en même temps, moi, je suis quelqu'un qui a l'implémentation rapide. Tu vois, tu me donnes une astuce, directement, je la mets en place si elle est alignée avec mes valeurs. Et en même temps que je peux la mettre en place. Je reviens. Et même pas, parfois, moi je me rappelle les Worksday derniers au Cercle, c'était un atelier Vire des Normandies, Malraux et tout ça. Vire, vente d'immeubles à rénover. Voilà, vente d'immeubles à rénover, c'est un peu spécifique. Il y a la GFA. En fait, c'est très... c'est comme de la promotion en termes de planning. Il faut vraiment beaucoup de rigueur. On est souvent d'ailleurs assez borderline sur, par exemple, de la division avec de la vente de plateau et tout ça. On est souvent il faut faire attention. Il faut faire très attention là-dessus. Et c'est ça aussi que j'adore dans le Cercle, c'est ce côté vraiment ce côté protection et je reviens au côté bonne mère de famille. Moi je veux vraiment bien dormir la nuit et surtout faire bien les choses, ne pas être retoqué dans X années. La TVA aussi, pareil, tout ce côté-là. Et en rentrant, j'ai trouvé déjà mon immeuble Vire. Et même pas pendant, j'ai déjà trouvé autour de Toulouse. On est toujours en négociation, mais c'est juste, je suis quelqu'un, quand il y a quelque chose que je veux tester ou qui m'a impressionné dans un premier, je veux bien aller encore plus loin sur terrain dessus. Du coup, j'implémente. Et ce qui fait, je rentabilise. Du coup, je sème mes graines. C'est vrai que je n'aurai pas le résultat rapidement. Par contre, je sème les graines de tout ça. Ok, intéressant. Il y a un dernier point que je voulais aborder. Vas-y. Tu n'avais pas lancé un podcast avec ta copine Aline ? Si. Et d'ailleurs, en fait... ça en est où ? En fait, ça en est où ? On veut vraiment, on a la motivation de continuer. Et j'imagine, toi, tu peux le dire, la régularité au podcast, c'est pas évident, avec nos vies de tarés les deux. Et de trouver un créneau déjà à 2, de rajouter un troisième invité. Franchement, quand vous avez lancé ça, je me suis dit... parce que je sais ce que c'est. Je sais. Et je me suis dit, elle me semblait quand même bien occupée déjà. Donc, les deux. Je te rejoins. Il y a une grande volonté. Je me dis au moins de faire mieux que... Moi, je suis dans la team. Il vaut mieux faire fait que parfait. Et aussi, il vaut mieux pardon que permission. J'utilise beaucoup ce côté-là, surtout dans la vente des enchères. Voilà. Et du coup, avec Aline, c'est pas évident. Surtout, elle a passé une année qui est vraiment pas évident au boulot. Sa fille qui est au bac aussi, c'est pas évident. Moi aussi, avec le marchand. Et je le vois, moi, quand j'étais côté marchand, j'ai levé le pied sur le côté formation. Et finalement, j'étais plus concentrée. Et finalement, même si tu fais beaucoup de choses, t'es par moment... priorité ce que tu fais, ce qui t'anime le plus au quotidien, tu vois. Et que tu peux pas être partout. Du coup, on espère reprendre ce podcast, mais en même temps, je vais lancer un autre où je suis seule, où je parle le dialecte tunisien, parce que j'aime bien parler, partager ce côté-là, et il y aura pas tout ce qui est vidéo, et on verra. Podcast audio, donc sur l'immobilier, mais en tunisien.
Pas forcément que l'immobilier, ça sera okay. tout, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à partager, surtout pour le vécu, pour la relation avec l'argent, les bases, le côté psychogénérationnel. C'est un sujet qui m'anime beaucoup. L'épi génétique. Tout ce côté-là, en fait, ça m'anime beaucoup et je me forme dessus et je suis en thérapie aussi, pareil, dedans. Du coup, ça sera du partage. Podcast à ton image. Voilà, ça sera moi. Merci. Tu vois d'autres choses à ajouter pour clôturer l'épisode ? Non, merci pour l'invitation. Voilà. Si on veut te suivre sur les réseaux, c'est Amani Invest. Yes. Donc Amani_Invest ou c'est quoi ? Je ne sais plus. Tu sais plus. Bon, tapez Amani Invest. L'algorithme fera le reste. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Tunisien, Français ou citoyen du monde, vous pouvez vous abonner à Amani, c'est pas un souci. Elle s'adaptera à vous et vous adapterez aussi très bien. Et puis, merci Amani d'avoir échangé comme ça avec authenticité. Après, moi, je compte lancer une formation sur les enchères immobilières parce que j'avais fait plusieurs présentations à des masterminds. Et j'ai des pépites à partager. C'est une expérience que c'est vrai. J'ai même pas le bilan de marchand, je vous dis. Par contre, ce que j'ai fait en 1 an et demi, impressionnant. Et surtout les enchères, il y a des choses à connaître qui peuvent nous éviter beaucoup de temps. C'est assez spécifique. C'est très spécifique, mais vraiment, c'est moi, une niche. Moi, je connais pas aussi. Du tout, tu vois. Par exemple, je suis quand même très calé IMO, mais je connais pas du tout les enchères. C'est pas mon univers, tu vois. Moi aussi, c'était pas mon univers il y a 1 an et demi. Mais après, en fait, c'est là aussi où tu te dis finalement, on est tout le temps en évolution. Ce qui me faisait une tachycardie, ça devient mon expertise. Oui, non, mais ça, j'en suis sûr. J'en suis certain qu'en plus, ça peut s'apprendre très vite. Je pense que toi et moi, on a des profils qui apprennent très vite. On peut le faire, voilà. Mais ça fait un sujet de plus et moi, j'essaie de les mettre de côté plutôt que les accumuler en ce moment. Je te comprends. Merci encore. Écoute, on a fait une bonne heure 10, là, c'est bien, d'échange. Donc voilà, donc restez connectés à Amani, comme ça vous pourrez voir aussi si elle sort la formation sur les enchères et que ça vous intéresse, vous pourrez aller la visiter. Avec plaisir. À bientôt. Merci ciao, Julien. Ciao. À bientôt.